Merci pour Incroyable. mon futur, bien sûr. Le jeudi à 21h. Bonsoir. Bonsoir le jeudi 21h. Incroyable sur Twitch. Tu sais le site violet là. Je sais pas, peut-être tu connais. C'est vraiment pas mal. Clique. Et du coup on regarde Michel Dion. Est-ce que tu peux nous... Enfin Cyril Dion, Cyril pardon. Dion et Dominique Régnier. Michel Dion, la fusion entre Michel Onfray, Alors, Onfray il y a un et camarade, Cyril il y Dion. a un camarade serveur qui m'a dit, ouais, est-ce que si jamais vous parlez de Macron, s'il fait des trucs bien, est-ce que vous allez en parler en bien? Eh ben, on va commencer par ça. Macron, il a fait le Haut Conseil pour le climat. Ouais. Attendez. Ah ben non, en fait, c'était une idée de Cyril Dion qu'on va voir intervenir Ah. là-dedans. Donc en fait, il a pris l'idée de Cyril Dion, il l'a Ouais. instrumentalisé, cette image de ce mec-là, qui est un écologiste assez connu dans les milieux, hein, qui a participé à Ouais. des docus, qui a écrit des bouquins, puis qui se bagarre pour que les choses partent moins en couille. Et puis il a fait la Convention citoyenne pour le climat, puis après il s'est torché le cul avec. Hein. C'est-à-dire que les mecs ont fait un boulot de ouf, ils ont été tirés au sort dans la population, donc ça a montré que le tirage au sort c'était pas mal, parce que les mecs, ils connaissaient pas le sujet, ils sont arrivés, bam, 20 sur 20 sur la copie. Et puis après, il a tout dissous, il a dit je m'en bats les couilles. Et puis COP28, Arabie Saoudite maintenant. Voilà, Let's c'est que du Qatar. go. Donc, petit débat, le débat public est-il étouffé par un écologisme intolérant? À quelques jours de l'ouverture de la COP, débat ce matin autour d'une de vos chroniques, Dominique Régnier. Sur notre antenne le 3 octobre dernier, vous y dénonciez le fait que le débat public sur l'écologie était confisqué, impossible, étouffé par un écologisme intolérant. Cette intervention a fait bondir plusieurs militants et activistes écologiques. Il a failli dire éco-anxieux ou éco-terroriste. Hein. Non, attends, déjà, ça commence bien. Pardon, dont vous, Cyril Dion, qui avez estimé que ce genre d'argumentaire était précisément de ceux qui conduisent à la catastrophe climatique. Vous avez accepté de débattre tous les deux ce matin, que vous êtes auteur, réalisateur et militant écologiste donc, et que vous êtes, Dominique Régnier, en plus d'intervenir le mardi matin sur Inter, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour à tous les deux et merci d'abord, merci d'avoir accepté le débat, merci d'avoir accepté la controverse intellectuelle dans ce studio ce matin. D'abord pour ceux qui n'ont pas écouté votre chronique, Dominique Régnier, qui a été doublée d'un grand entretien dans le Figaro, expliquez-nous ce que vous vouliez dire quand vous estimiez que la lutte contre le réchauffement climatique est... Bon, déjà, petit indice, hein, Dominique Régnier, le mec, donc il a des chroniques sur France Inter, mais aussi dans le Figaro. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le Figaro, journal, vraiment journal de droite. Orwell. Hein. Vraiment journal et même plus que de droite, le Figaro, il y a une très bonne vidéo d'ailleurs de Monté de Linguisticae en fait, qui vous montre comment le Figaro dans ses idées et dans son contenu en fait est l'avant-poste et même l'avant-garde du fascisme en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où les articles qui seront écrits dans le Figaro en fait vont devenir les éléments de langage sur les prochaines semaines pour la droite et l'extrême droite médiatique en fait. Donc il y a un vrai truc où quand vous travaillez pour le Figaro, vous donnez des armes aux bourgeois racistes et conservateurs de France en fait. Et majoritairement quand même la droite, c'est pas son truc l'écologie. Majoritairement, même si on verra dans cette émission ce soir qu'il y a des cas exceptionnels de personnes qui nous font kiffer chez nos amis les droitards. On verra ça plus tard. On repartit. Je citais par un écologisme intolérant et vous parlez même d'un fanatisme doctrinaire. Oui, alors d'ailleurs je suis heureux de pouvoir dire à Cyril Dion que sa propre réaction à ma chronique commençait par ces mots, je suis pour le pluralisme, mais... Et je trouvais que c'était symptomatique du problème, je dirais, de cette préoccupation. Et je veux quand même tout de suite redire ce que je dis dans ma chronique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en désaccord sur l'analyse de la situation, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Nous ne sommes pas en désaccord là-dessus. Je crois que nous ne sommes pas en désaccord non plus sur le problème numéro un, qui est la contribution des hydrocarbures à ce réchauffement climatique. Là où nous avons peut-être un désaccord, c'est sur les moyens d'y parvenir, et puis surtout, je pense, sur la façon de créer un consensus. Moi, le sentiment que j'ai, et que j'avais exprimé dans cette chronique, que je redis rapidement pour vous laisser parler, mais le sentiment que j'ai, c'est que on a enfermé l'enjeu écologique dans une thématique d'urgence qui donne le sentiment qu'il faut se dépêcher de décider maintenant, sans prendre le temps de réfléchir vraiment, pour des... C'était Jancovici qui disait qu'il nous restait 15 ans 20 ans, je crois, où il fallait agir... en tonnes de carbone. Ouais. Il disait 800 millions 600 millions. 600 millions de tonnes.
Il disait, en gros, il faut Ouais. réfléchir à ce qu'on fait de nos 600 dernières millions de tonnes. Je sais pas ce que tu branles, mais ma cam a fait que de sauter par contre. Non, c'est parce que je mets un truc sur l'autre truc. C'est ma faute. Mais du coup, oui, c'était 15 ans, je crois, si je me fourvoie pas. Donc oui, il y a un véritable moment, et déjà on parle plus de transition, on parle de bifurcation. Il y a un moment où il est absolument capital d'agir au plus vite possible, en fait. Le plus vite on agit, le plus on limite la casse, en fait. Ouais, mais après, moi déjà, je peux vous donner un indice. Donc, lui, il critique, il dit oui, monsieur Cyril Dion, vous commencez votre truc avec mais, etc. Moi, j'ai un petit indice, moi, pour reconnaître un peu les gens où il y a un petit souci avec les questions des écosystèmes. C'est qu'en général, il y a quand même un truc où quand les personnes disent réchauffement climatique, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'en fait, on parle de dérèglement, on parle de dérive, mais en fait, on parle pas de réchauffement parce qu'en fait, ça fait longtemps que ce mot a été banni du monde scientifique parce qu'en fait, si vous voulez, on saisit pas. Par exemple, un des effets du dérèglement climatique, c'est le fait que Acapulco ait été rasé en une journée par une tempête, par un truc qui était une tempête 12 heures avant et qui est devenu un ouragan en 12 heures. Donc ça, c'est pas du réchauffement, si vous voulez. De toute façon, ne seront pas visibles. Je crois qu'on peut au moins dire cela, c'est-à-dire que si demain, vendredi, nous arrêtons toute émission de gaz à effet de serre dans le monde, la température atmosphérique va baisser immédiatement, pour dire ainsi, mais la température océanique est une des causes du réchauffement climatique. Les experts, c'est pas moi, hein, nous disent il faudra des siècles, probablement des milliers d'années. Et donc, enfin, c'est ce que dit Jean Covici, donc Cyril Dion, vous dites. Alors, allez-y, parce que comme c'est un débat, voilà. donc c'est ce que vous dites, en gros, c'est arrêter de parler d'urgence. Oui, il faut c'est travailler. le terme d'urgence. Cyril Dion, bon, les mots de Dominique Régnier, d'abord au micro et puis ensuite au Figaro, vous ont fait bondir. Pourquoi? Et parce que je suis un peu ahuri, à vrai dire. Je suis ahuri de vous entendre parler de fanatisme doctrinaire. Je suis ahuri de vous voir écrire dans le Figaro que l'urgence est utilisée pour forcer d'une certaine manière l'agenda politique pour pousser des mesures qui seraient presque antidémocratiques. Enfin, je vous rappelle quand même que, d'une part, l'urgence est réelle, c'est-à-dire que le changement climatique est là aujourd'hui. On est à 1,2 degré de réchauffement. On a déjà des conséquences dramatiques. On est sur une trajectoire qui nous emmène à 2,7, même si tout le monde respecte les engagements qu'il a pris dans les COP. Ça veut dire 2 milliards de personnes qui seront soumises à des chaleurs potentiellement mortelles chaque année. Donc cette urgence, elle existe. Le changement climatique, on sait depuis les années 70 que ça existe. Donc de dire maintenant, arrêtez de nous bassiner avec l'urgence pour faire passer... Non, c'est pas ça du tout. Si, vous dites un peu ça, vous dites un peu... Non, je dis pas arrêter de nous bassiner. Je dis que l'urgence n'est pas un registre pour un débat démocratique. Voilà. Ça, c'est intéressant, ça. L'urgence n'est pas Moi, un registre pour un débat démocratique. Moi, c'est une vraie position de bourgeois, ça, en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a je pense que c'est un truc à géométrie variable. C'est-à-dire que on voit bien. Oui, avec l'immigration, avec le terrorisme, où là d'un coup. Plus récemment, je pense qu'en termes d'urgence, on a eu une situation en termes de ce que démocratiquement, etc. Le Covid. Oui. En termes de réaction d'urgence, le Covid, ça se pose là, de ce que ça montre, de ce que c'est capable de faire, ce qu'on est capable de mettre en place comme dispositif rapidement, etc. Quand il y a des inondations, on doit gérer des choses dans l'urgence, dans le Var. Il y a eu des trucs qui ont été mis en place. S'il y a des problèmes de sécurité, il faut que ça réagisse très vite. Enfin, voilà. Et même, en fait, normalement, les États ont des vitesses de réflexion. Et un truc qui est là où, par contre, il a un peu raison, mais je pense que lui, il s'en bat les couilles, il cherche juste à se donner raison, même malhonnêtement, c'est qu'en fait, le processus démocratique, plus on est démocratique, plus c'est lent. Et plus on est autoritaire, plus c'est rapide, en général. Oui, par exemple, les pirates qui étaient des démocrates de ouf, et ben eux, ils décidaient tout en consensus. Et par contre, quand il fallait aller à l'abordage, là, le capitaine, il devait y aller en premier. C'est pour ça qu'il avait un peu plus de paye, d'ailleurs. Il fallait qu'il aille en premier. Et c'est lui qui décidait pendant la baston. Voilà, parce que pendant la baston, on n'a pas le temps de voter. Donc voilà. Mais là, par contre, c'est absurde. Parce qu'en fait, lui, il fait comme si... là, on voulait tout court-circuiter, les urnes, etc. Sauf que ça fait 40 ans que les gens se battent sur la scène politique, sur la scène industrielle, etc. Et qu'en fait, l'activité démocratique se heurte à la puissance économique et à tous les trucs à côté. Donc en fait, là-dedans, il fait un espèce de sophisme trop chelou, où le gars, il fait comme si, maintenant, vous voulez court-circuiter la démocratie ? Bah non, mec, on est dedans.
on essaye depuis super longtemps. Enfin, je veux dire, même Nicolas Hulot, à un moment, il arrivé en mode oh bah merde, il y a des conflits d'intérêts. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème de démocratie ou c'est un problème de système économique? Comment ça? Mais c'est-à-dire, est-ce que le vrai problème qui nous empêche, en fait, enfin, qui nous rend impossible d'agir au niveau de l'écologie, est-ce que c'est vraiment la démocratie Non, ou mais bien sûr c'est le que non. capitalisme? Bah, prenons un Bah exemple oui. très démocratique. Un exemple très Mhm. démocratique, la Convention citoyenne pour le climat qu'a mis en place Cyril Dion. En plus, le mec, il dit ça à Cyril Dion, quoi. C'est le mec qui Hmm. propose de tirer au sort dans la population des gens qui vont faire une proposition de choses à appliquer, etc. Ça, c'est très démocratique. Et d'ailleurs, les gens étaient plutôt prêts à suivre les sondages qui avaient été faits sur le Haut Conseil pour le climat, alors que les trucs étaient restrictifs. Les gens étaient plutôt prêts à les appliquer parce qu'en fait, le Haut Conseil, il ne va pas te dire n'achète plus de paillettes. Et le Haut Conseil, il te disait pas taxe qui fait que toi, le prolo en bagnole, tu vas morfler. En fait, il y a un truc, c'est que l'inégalité, aujourd'hui, pourquoi elle est insupportable pour les prolétaires? Parce que, les mesures écologiques sont insupportables pour les prolétaires parce qu'elles sont tout aussi inégales que le reste des mesures de la société, en fait. Si tu peux pas si tu fais pas une écologie avec de la justice sociale dedans, et ben évidemment qu'elle est insupportable. Sauf que voilà. Et donc Cyril Dion lui propose ce qu'il y a de plus démocratique, le tirage au sort. C'est plutôt accepté. Ça a été Macron a chié dessus. Enfin, c'est absurde. En fait, le type, il voudrait faire passer. En fait, je pense que dans sa tête, il a son délire éco-fasciste, éco-terroriste, qui peuvent arriver, mais pas avec des mecs comme Cyril Dion, plutôt avec des gars comme Yannick Jadot, par exemple. Hein, là où c'est plus possible, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est pas clair, mais j'ai adoré. Il faut prendre le temps de la Mais discussion. évidemment qu'il faut prendre le temps de la discussion, mais vous vous rendez bien compte que les militants dont vous parlez, ça fait parfois 30 ou 40 ans qu'ils alertent. Même quand on met en place des initiatives, alors là pour le coup très démocratiques, comme ce que j'ai proposé à Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne pour le climat, où on propose à des personnes tirées au sort de délibérer, d'établir des mesures qui ensuite pourraient permettre à la France de tenir ses objectifs climatiques. Ces mesures sont mécaniquement détricotées par l'industrie. Vous disiez, on va s'entendre sur le fait que l'utilisation des hydrocarbures est un des éléments majeurs du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'utilisation des hydrocarbures? Total continue à investir à 70% dans les énergies fossiles, alors qu'on sait pertinemment qu'il faudrait arrêter. Quand on fait des propositions Alors répondez sur ça, débattez. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est ce que je vous disais. Nous ne varions pas là-dessus. Nous ne divergeons pas sur l'analyse qui est bien Remarque pas réchauffement nécessaire. climatique, ni sur la cause majeure. Si, elle est insupportable. Elle est insupportable. Ouais, mais elle est insupportable, mais elle fait son taf, frère. Ah non. Non, elle fait son Genre, taf. moi, Non, mais elle est, Pascal Pro, il est elle est insupportable. Léa exactement. Salamé, elle est Non, mais elle est, insupportable. non, mais elle est, non, mais ouais, mais Ils on sont s'en tape. insupportables. C'est, Ils sont c'est, insupportables. en fait, ça n'ajoute pas à ce qu'on essaye de voir là, tu vois. Ah si, c'est une chienne de garde. Hein. C'est une chienne de garde, hein, cette femme. Oui, mais C'est- le truc avec les chiens, le truc avec les chiens de garde, c'est que tu les regardes dans les yeux, ils font waf waf encore plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, ça m'empêche Moi, pas. ce qui m'intéresse, c'est ce débat et qu'on débunk des vrais arguments, pas qu'on trash sur les Alors animateurs moi, de je suis plateau. désolé, Léa Salamé, c'est réflexe. Hein. Elle est insupportable. Vas-y, arrête. Par exemple, les Allez, hydrocarbures. arrête. C'est pas là-dessus que nous divergeons. Alors, Enfin, vous sur divergez quoi si, divergeons-nous sur la alors? croissance quand même. Alors, Puisqu'on parle des oui. hydrocarbures et qu'on parle des En entreprises, fait- vous dites, Dominique Régnier, vous divergez, vous dites que la lutte contre le réchauffement climatique est idéologiquement orientée, qu'elle est basée par exemple sur la méfiance Non, en fait, je envers le déconne. capital, Non, en fait, je déconne, elle me saoule de fou. sur l'hyper-réglementation, sur tout ça. Ensuite, Y compris sur l'idée de décroissance et même de sobriété qui ne me paraissent pas recevables. Mais Alors. il faut faire l'hypothèse, comment dirais-je, de la sincérité de l'autre dans les échanges parce que, si vous voulez, ma préoccupation, moi, et on le voit encore avec les résultats électoraux au pays Bayer, c'est que les démocraties déraillent en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'elle déraille? C'est ça qui est intéressant. Et juste, je voudrais Alors, ajouter un point. dites, Dominique. Juste un point, quand vous parlez de procédure démocratique, il n'y en a qu'une qu'on reconnaît vraiment, c'est le suffrage Que universel. vous reconnaissez. En tout cas, moi, je reconnais le suffrage universel. Bon, ça peut faire une différence entre nous. Moi, mais- je reconnais le suffrage Ah universel bon, d'accord. aussi. Je croyais que vous me... Non, ce que je veux dire, c'est Et vous, le chat, est-ce que vous reconnaissez le suffrage universel, hein? Est-ce Est-ce que vous reconnaissez le suffrage universel, le chat? Vous condamnez. Et salut Charmaker, ça fait plaisir de te voir ici. Je sais pas quelle heure il est chez toi, mais ça fait plaisir de te voir ici. Non, mais là, est-ce que vous sentez venir la douille? Mais là, en fait, le plateau est en train de le cadrer comme un faf, en fait. Un éco-faf. C'est-à-dire Ouais. que
Là, en fait, ils sont en train de faire tout un travail où ils lui disent: mais oui, mais ça, le suffrage universel, vous reconnaissez pas ça. Et puis l'urgence, là, vous mettez les gens dans l'urgence. En Et, fait, ils sont en train de créer un bouc émissaire qui est Cyril Dion, qui est quand même un type ultra pipou qui a organisé un tirage au sort, quoi, à la base. qui est plus démocrate que le mec d'en face. Et c'est le mec d'en face qui lui dit, mais moi je reconnais, parce que dans la démocratie, il y a les deux équipes, hein. Il y a ceux qui disent la démocratie directe seulement, et c'est seulement ça la démocratie, et il y a ceux qui disent, non, la représentativité, ça marche aussi. Et Cyril Dion, quand il pense tirage au sort, lui, il est pour la démocratie directe. Et l'autre en face, il fait, non, mais la représentativité, ça me va. Après, c'est très droit de Figaro, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même les types, ils disent, Mmh. c'est nous, les représentants. Donc à un moment, Mmh. nous, on est pour que ce soit OK, qu'on ait le tampon de la démocratie, quoi. Donc voilà, forcément. Et c'est absurde, du genre, c'est absurde, quoi. C'est que c'est pas l'unique pratique Bah, c'est quand démocratique. même, On c'est peut quand même, pratiquer la démocratie de plein de il y a façons plein de différentes. façons de faire, La démocratie mais représentative est l'arbitre, une façon de le faire. l'arbitre à la fin, c'est normal que ce soit l'universalité des citoyens. Et Absolument. nous ne trouvons L'universalité des pas, et citoyens. nous ne trouvons pas dans ces résultats ce que vous dites sur l'exigence écologique. Je le Mais- regrette, mais je pense que c'est la raison, c'est que nous ne savons pas, et on peut le bâtir, ça, nous ne savons pas proposer un régime de décarbonation qui rémunérerait les citoyens par de la croissance décarbonée et de l'aménagement pour se préparer aux effets du réchauffement climatique. Sans aller jusque-là, en fait, quand je vous vois, vous inquiétez en fait que les Quand je vous vois, je vomis. Moi, c'est ça que je m'aurais dit. Quand je vous vois, je vomis dans ma bouche, comme ça. Moi, je me dis un autre truc, je t'avoue. Ouais. Tu sais ce que ça fait, ce truc que je me dis dans ma tête? Non. Ça fait un truc genre encore. Faut que tu refasses. Ça tuerait. Bah, c'est parfait, mec, c'est parfait. Allez, vas-y, on envoie. écologistes puissent mettre en péril la démocratie par quelque chose justement d'un peu fanatique et d'un peu doctrinaire. Où est-ce que vous avez vu dans le monde des endroits où la démocratie a été mise en péril par des écologistes? Non, Je n'en Et là, il marque un putain de point. Il marque un putain de point. Où sont les putschs? Où sont les putschs des écologistes? Où est-ce que vous avez vu voilà, où est-ce qu'il y a eu ces moments où les écologistes ont pris le pouvoir? Où est-ce qu'il y a eu des moments où ils ont dit, parce pour l'écologie, on a réduit les acquis démocratiques? Ah bah, à part faire des cantines solidaires, hein, et fumer des pétards en festival, hein, c'est pas grand-chose, hein. À part, ouais, faire péter le cou des Sarwell. Ouais. Faire péter le cou des engins de chantier, ravager des cimenteries, Exactement. empêcher des autoroutes d'être construites. Bon, Bouffer du pas mal climat. quand même. Voilà. Ouais. n'en connais pas. alors, En d'abord- revanche, je vais juste finir Allez-y, là-dessus. pardon, oui. En revanche, la démocratie aujourd'hui est mise en péril par l'explosion des inégalités, par le sentiment de déclassement que beaucoup de populations vivent. On l'a encore vu en Argentine récemment. Et ça, c'est plutôt la faillite du libéralisme que la faillite de politiques écologiques qui auraient obligé des gens à faire quelque chose. Ça, c'est Alors un premier élément. répondez sur ça parce que ça c'est intéressant pour vous, parce que c'est vrai que là on a deux exemples à 3 jours près entre l'Argentine et les Pays-Bas de victoire encore de populisme d'extrême droite. Pour vous, le fanatisme écologique est Je ne sais pas si j'ai employé ce mot. fanatisme doctrinaire. Oui, oui. Si, je vous assure, fanatisme, relisez-vous. le mot fanatisme, Allez, le type, il commence son truc pour parler de fanatique doctrinaire, littéralement 7 minutes plus tard en mode, il bégaye quoi. Le mec il est en mode, je suis pas sûr que j'ai dit ça. Vous êtes sûr que j'ai dit ça? C'était quand? C'était il y a 2 semaines? Il y a 1 an? Non, c'était il y a 8 minutes du con. Il y a 8 minutes. C'est quand même pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Pas fou le Figaral, hein. Le Figaral, pas terrible, hein. Pas terrible. Tu veux dire un truc avec ton micro là? Tu fais des flex. Des flex. Ouais, j'ai dit ça. En quoi ça croise Mais non, mais le vous mouvement rendez est-ce que- écologique J'imagine bien, voilà, j'imagine bien, Dominique Régnier, il faut que vous ne faire- pensez pas que Cyril Dion est responsable de la victoire de l'extrême droite, mais Ah non, est-ce que, pas ou du que tout. les écologistes ou que ce fanatisme-là est responsable de ces victoires-là, Non, qu'il y a plusieurs facteurs, mais est-ce qu'il joue dans cela? Il faut distinguer deux choses. Il y a un fanatisme écologique. Donc là, la question de Léa Salamé, c'est est-ce que les écologistes qui disent on va à la catastrophe sont responsables de la levée de l'extrême droite? Et non pas le fait que par la destruction des 1, 2, 3. Là, la question de Léa Salamé, elle est super intéressante. Mais en même temps, elle est pleine de merde. Parce que sa question, c'est est-ce que c'est pas la faute des écologistes radicaux
qui disent que le monde est en train de s'effondrer, qu'on va s'effondrer, que l'extrême droite monte au pouvoir, et non pas à cause des écosystèmes qui s'effondrent, et du coup, avec les conditions de vie qui se dégradent, que les gens s'énervent, vivent un déclassement, et du coup se fascisent. C'est quand même une pirouette intellectuelle, on est sur un double salto vrille. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est quand même marrant que souvent, l'opinion publique, elle suit l'opinion des médias principaux, quoi. Ouais. Et en fait, on n'a pas encore vu. Enfin, les médias qu'il y a aujourd'hui, les médias effondristes, c'est Blast, c'est le média le plus effondriste. Ouais, Après, ouais. il y a un peu Thinkerview. Après, le média, ils sont pas effondristes, mais ils sont quand même bien éco-anxieux, vénères. En fait, dès qu'on commence à arriver dans l'extrême gauche, il y a quand même une conscience de ça. Après, il y a tout un pan de l'extrême gauche qui est complètement, qui est en mode, oui, oui, on sait pour l'écologie, on sait. Voilà, on sait, mais on n'aime pas trop les gens qui en parlent quand même, parce qu'on trouve qu'ils condamnent pas assez les violences Ah, qui se passent. ça c'est la gauche Uber Eats, ça. C'est la Non, gauche mais Uber même Eats. les camarades très compétents comme Dany Heraz ou Paturing, tu vois, ils sont pas du tout. C'est des gens, ils sont pas du tout, du tout à point. Enfin, ils sont pas du tout au point sur les questions de l'écologie, tu vois. Et puis du coup, ils préfèrent renvoyer tous les concepts écologistes dans la poubelle plutôt que voilà. Oui, moi j'ai maté en tout cas la série L'Effondrement sur le canal. J'ai un reproche à lui faire à cette série, Lenny, qui est, je trouve que elle veut systématiquement montrer des trucs qui se passent très mal. Et Servigne, il disait un truc intéressant, il disait on doit aussi créer des imaginaires où ça se passe quand même correctement, parce qu'on est capable en fait dans des endroits de faire que les choses se passent bien. Et notamment il y a un épisode qui se passe dans une espèce d'écolieu, et en fait il y a, il y a une volonté, moi que je trouve dans l'écriture, qui est vraiment de dire bah, vas-y on va montrer que même dans ces endroits-là ça devient la merde. Et je pense que s'ils avaient voulu montrer que c'était la merde dans ces endroits-là, bah, c'était pas. Enfin, voilà, je sais pas. C'est l'épisode que je trouve un peu pété. Après, il y a des trucs trop bien, le truc des îles bunkerisées et tout. Enfin, c'est une super série, l'effondrement, quoi. Après, bon, le mieux à mater, si vous voulez voir le pire du pire, c'est la route, quoi. Voilà. La route, le pire du pire du pire, quoi. Il n'y a pas plus le pire. Voilà. Pas basé sur un livre d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais. Ah si, c'est l'histoire du gamin et de c'est du père et de son fils qui poussent un caddie là pendant. Ouais, c'est ça. La Ouais, décharge j'ai lu le de bouquin. Martin J'ai lu le bouquin. J'ai lu le bouquin. J'espérais un livre sur les zombies. J'ai juste lu le truc le plus badant de ma life. Ouais, C'était trop c'est bien. méga badant. La route, excellent livre. Excellent livre. Horrible, horrible. Enfin, tu vois, le père qui est en train d'expliquer à son fils comment charger un revolver et tout. Dès qu'il croise des gens, c'est littéralement la mort. Quand il arrive à trouver à manger, le mec est super rationnel. Il est en mode faut que je nourrisse mon fils. Faut que je nourrisse mon fils. C'est juste horrible à vivre. Ouais. La route, c'est un livre qui prend au trip, qui est ultra viscéral. Où en fait, déjà, on découvre ce que c'est de s'occuper d'un petit être vivant en vrai. Un banger total. Hein. La route, en fait, moi j'aime bien ce bouquin de Dimitri Orlov qui parle des strates d'effondrement parce qu'en fait il explique quelles sont les strates dans une civilisation, qu'est-ce qui peut se tomber, quels sont les effets. Et dans la route. On le prêter après ouais, bah ouais, j'aime bien le prêter. C'est un bon bouquin de chiottes. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais il y a des schémas, il y a plein de trucs un peu chouettes. Alors Orlov. Pas toujours, faut pas le prendre au pied de la lettre ça non plus. Hein. C'est-à-dire vous prenez ce qu'il y a à manger là-dedans, il y a des trucs qu'il faut rajouter, hein, parce que le type un peu vortexé sur des trucs. Mais il y a des trucs intéressants. Ce qui est, moi je trouve chouette, c'est que dans la route, on est sur un effondrement total. C'est-à-dire il y a plus rien. Et c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on appelle l'effondrement culturel. C'est quoi l'effondrement culturel? C'est le moment où tu es violé, pillé, le fait que ça c'est pas censé se faire, ce qui est la base. Vraiment, c'est un truc qui existe depuis tellement longtemps. Même ça a disparu. Il y a ça aussi un peu dans Mad Max. Et encore, dans Mad Max, il y a des sociétés qui réexistent et tout. La route, c'est le cloaque. C'est le père et son fils, et le reste, en fait, c'est uniquement des menaces. Et c'est ça qui est en fait extrêmement dur à lire dans la route, c'est que dans la route, on a une relation, et c'est tout du début jusqu'à la fin du livre. Banger de fou ce bouquin. Ouais, le film est très bien aussi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Lire. Faudrait que j'aille voir le film. On continue. Ouais. Logique, c'est certains militants, y compris en particulier quand ils recourent à la violence. Moi, je pense par exemple que le soulèvement de la terre, il y a un caractère fanatique. De quelle façon le recours à la violence. Ensuite, c'est pas de la violence là, en l'occurrence. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet peut-être. Mais ensuite, les politiques climatiques qui sont mises en place, c'est pas du fanatisme, c'est une conviction programmatique. Et là, quand même, Cyril Dion basé. Genre le mec veut l'embrouiller en mode les soulèvements de la terre c'est de la violence machin, et lui direct le premier truc qu'il dit c'est pas de la violence ça. Et il est en mode, il fait son petit air, vous avez vu, il fait un petit regard là, regardez. Et là ça veut dire vas-y viens me chercher sur ce terrain.
Ça veut dire, vas-y, viens, je suis chaud, je connais mon discours sur la La violence. violence. Mais Ensuite, c'est pas de la violence, là, en d'accord. l'occurrence. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet peut-être. Mais Vous avez ensuite, vu les ce politiques petit climatiques qui truc sont de mises en violence? place, c'est pas du fanatisme, c'est une conviction programmatique dont je conteste la légitimité auprès des électeurs et dont je conteste l'efficacité et la possibilité de rendre des comptes. Ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans le monde démocratique, c'est de bien comprendre que le système dans lequel nous vivons suppose que les préférences collectives se retrouvent dans des politiques publiques. Mais Où c'est pas ce sont qui les se- mais préférences c'est pas ce qui se collectives passe. que vous portez? Où Mais en sont-elles? l'occurrence, quand vous interrogez les gens et vous regardez tous les sondages qui ont été menés sur la question, la préoccupation écologique devient Mais majeure. c'est les électeurs qui font. C'est pas les sondages, c'est les votes qu'il faut regarder, monsieur Cyril Dion. Mais Monsieur Dominique Régnier, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, vous êtes quand même Mais l'arbitre, censé. c'est le vote. Non, mais vous êtes censé comprendre comment ça fonctionne. Vous savez aujourd'hui que la majeure partie des politiques publiques sont orientées par des intérêts privés. Vous savez que si on n'a pas réussi à limiter l'utilisation des hydrocarbures depuis les années 70, c'est parce que des entreprises comme Total. Tu mets de pause? Non, juste Queen. Cyril Dion Queen. Hein? Cyril Dion Queen, là. Il est pas Dis-leur. basé? Il est pas basé, Il est Cyril? basé de fou. Il est pipou? La réalité, oui, non, mais le nom, enfin, on avait parlé de lobbyisme dans les premiers épisodes. Le croire que les politiques aujourd'hui ne sont pas intimement liés au lobbyisme, quand Macron vient de BlackRock et que McKinsey est le premier Macron vient de Rothschild. Rothschild, excuse-moi, bon, j'ai confondu, c'est les mêmes. C'est Rothschild, c'est pas BlackRock, Macron? BlackRock, c'est un fonds de conseil. Rothschild, c'est une des banques les plus puissantes du monde. Ok, d'accord. Putain, j'ai confondu. Mais déjà, juste quand notre président actuel vient d'une banque, qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, écoute, on va en parler après. De ce que lui, en tout cas, il propose de faire, notre président. Alors, il nous reste 4 minutes. Mais en tout cas, Cyril Dion, basé, hein, vous avez vu, chaque fois, il le reprend, il recadre. Et on voit bien, d'ailleurs, hein, les deux visions de la démocratie qui se heurtent. Hein. C'est-à-dire, pour ceux qui sont pour la démocratie représentative, pour eux, c'est le vote ou rien. Voilà. Le vote, c'est le garant de tout. Le vote, c'est le garant de tout. Donc voilà, et Dion, lui, il sait très bien, enfin, ça l'a intéressé vraiment, ces questions. Parce qu'en fait, il est intéressé aux questions démocratiques parce qu'il est démocrate, non pas parce il veut cautionner une élite. Il est vraiment là parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est que les gens puissent s'impliquer, parce qu'il sait que quand on les tire au sort, les gens, et quand on leur donne un peu de pouvoir pour réfléchir à des sujets sérieux, et ben en fait, ils bossent bien, quoi. Là où les conflits d'intérêts, ça fout la merde. Comme BP, comme Shell, ont mené des études pour semer le doute sur la réalité du changement climatique. Ça a été documenté par le CNRS. Je n'aime pas parce que ce qui fait que Total vend de l'essence, c'est que nous roulons en voiture. Mais non. Ah bon, franchement, là, si vous dites que ça, c'est quand même pas un argument qui me paraît recevable. Est-ce que ce sont les personnes qui roulent en voiture qui ont décidé que leurs voitures étaient des voitures qui marchaient avec un moteur à explosion dans laquelle il fallait mettre de l'essence? Non. Est-ce qu'elles ont décidé ça? Est-ce qu'elles l'ont décidé démocratiquement par l'élection et le suffrage universel? Non, on n'a pas décidé par le suffrage universel d'avoir une voiture. Vous êtes obligé de vous déplacer et quand vous habitez dans certains endroits en France, la seule... Là, c'est intéressant ce qu'il dit. Le progrès technique qui est imposé par les industriels, on n'a aucun poids à savoir si on le veut. Mais ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que le téléphone portable, par exemple, prouve qu'il diminue la capacité des gens à créer des liens et à avoir des relations sexuelles. Ma génération et les générations d'après, donc celles qui utilisent un Fontel, en fait, on est dans les générations qui baisent le moins. Pourquoi? Parce que, si vous vous intéressez un peu, le téléphone portable, en fait, détruit un des trucs super importants dans la création d'une relation amoureuse et sexuelle, qui est l'attente et l'absence de la personne, en fait. C'est là, justement, où le désir se crée quand on pense à quelqu'un et qu'on n'accède pas à lui. Donc en fait, si la personne nous envoie des messages et tout, on peut pas. Mais le fait est que personne n'a jamais voulu et ne s'est dit « Putain, j'ai vraiment envie d'un téléphone portable ». C'est des marchands qui, à un moment, se sont rendus compte qu'on pouvait créer le besoin des gens d'avoir un téléphone individuel, que plutôt que de vendre un téléphone par foyer, le téléphone portable permettait de vendre un téléphone par individu, et que du coup, peu importe les effets sur la population et sur les gens, on allait vendre ces téléphones portables. C'est-à-dire qu'il y a une très grande probabilité où, si ça se trouve, dans un siècle, on discutera, et les gens qui seront sur Terre discuteront et diront « Putain, mais tu te rends compte, à l'époque, tout le monde avait accès à Internet tout le temps, n'importe quand il voulait. » Et peut-être qu'ils auront la même position sur Internet et sur les technologies actuelles que nous, on a la position sur le fait que l'héroïne était utilisée genre en médicamentation libre il y a des années, en fait. N'oubliez pas, d'ailleurs, l'héroïne pour le mal de tête, à la base, c'est Monsanto. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai, Monsanto, putain. C'était Monsanto. Ils font tous les bons bails. Vidéo, Monsanto, littéralement le mal. Hein.
qu'on a fait avec 4 grammes dans chaque œil. Hein. Donc voilà, on vous en fera d'autres, des émissions comme ça, où l'ivresse est présente, parce que bon, c'est le turfu. Allez, on se termine ça. Mon Satan. La possibilité qu'on vous donne, c'est d'avoir une voiture dans laquelle il faut mettre de l'essence. La plupart des endroits. Oui, mais ça, en fait, c'est là où, en fait, je peux pas être d'accord avec vous. C'est que ça, ce sont des mesures structurelles. L'urbanisme qui a fait que des gens soient obligés de prendre leur voiture, le fait qu'ils puissent plus aller dans des centres-villes à pied pour faire leurs courses et qu'ils doivent aller dans des centres commerciaux plus loin, le fait qu'ils doivent prendre des voitures dans lesquelles il faut mettre de l'essence, ça, ce n'est pas la responsabilité des électeurs ou des électrices. C'est des mesures structurelles. Pardon, je vais pas donner un point de Micrénion, mais il y a quand même une question qui se pose. C'est-à-dire que vous défendez, les écologistes et les militants écologistes défendent avec, je vais pas dire fanatisme doctrinaire, surtout pas, mais enfin avec vivacité. Voilà, elle a pas envie de le dire, mais elle peut pas le dire parce que bon, t'es en train de dire un truc intéressant, Cyril, on va t'arrêter parce que voilà, il serait quand même temps de rappeler aux gens que vous êtes quand même des gros idéologues fanatiques, quoi. Bon, on peut pas dire fanatiques, mais vous êtes vivaces, quoi. C'est quand même vivace, hein. C'est vivace. Il faut savoir que ce truc-là, il date d'il y a pas très vieux, hein, ce truc-là. C'est quoi qu'il y a eu là dans cette semaine? Il n'y a pas eu des FAF qui ont fait des émeutes dans les quartiers? Bon, vivace, hein, vivace aussi, hein. Les convictions, les programmes écologistes, et en même temps, quand on voit le vent est dans le dos des dirigeants populistes qui arrivent au pouvoir et dont l'une des marques dans leur programme, c'est contre le Green Deal pour Geert Wilders, contre l'Amazonie pour Bolsonaro, il est hyper anti-écolo aussi l'Argentin, Donald Trump sortir des accords de Paris et le reste, on n'en parle pas, et c'est eux qui convainquent leur population, c'est pas vous, il faut quand même s'interroger sur... Ouais, c'est pas du tout grâce à Facebook, grâce aux fonds d'investissement privés, grâce aux multimilliardaires qui poussent pour leur élection. Non, c'est vraiment parce que les gens sont convaincus, tu vois. Ouais, Trump, c'était les gens, c'était pas du tout l'algo Facebook. Hein. Et puis il n'y a jamais de remise en question du vote, en fait. Genre, il y a vraiment. Il y a un truc que moi j'aimais bien, que disait Étienne Chouard, et qui est quand même pas mal, même si c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, dans une des dernières émissions de Thinkerview, il y a Piketty et sa femme qui ont analysé le vote en fonction des classes sociales. Je vous recommande d'aller regarder parce que pour le coup, c'est pas déprimant et c'est assez intéressant. Mais en tout cas, Chouard, il disait un truc, c'est que souvent, le temps d'exposition d'un candidat est équivalent à son score dans les urnes. Oui. Et d'ailleurs, on remarque qu'en ce moment, il y a un déchaînement médiatique contre la France insoumise, mais nulle part est invité Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que s'il était invité, et si on le voyait à chaque fois qu'il était critiqué, dans ce cas-là, ce serait pas le même game peut-être, quoi. Après, en plus, il est solide le vieux quand même là-dessus. Donc voilà. Hein. Votre capacité à convaincre les gens quand on voit tous ces populismes anti-écolos qui gagnent. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu ahurissant à remettre sur le dos des militants écologistes. Ah mais non, mais c'est pas ça. Vous-même, vous devriez vous interroger sans même poser la question. Je passe mon temps à m'interroger. Mais vous savez, encore une fois, comment ça marche. Là, encore une fois, on n'est pas des bébés. Enfin, je veux dire, on n'est pas des ados. On le voit, ce qui est en train de se passer. On le voit chaque été. On voit qu'il y a des centaines de communes françaises qui n'ont plus d'eau au robinet. On voit qu'il y a des canicules, on voit qu'il y a des incendies. Alors pourquoi les écolos ne font pas des scores massifs? Pourquoi Yannick Jadot fait 4%? En l'occurrence, que l'offre politique ne soit pas à la hauteur. Ça... Ouais, parce que Yannick Jadot, typiquement, c'est l'offre politique qui n'est pas à la hauteur. Hein, voilà, Jadot, mais bref. On peut le discuter, d'accord, très bien. Et juste un truc, pourquoi est-ce que Mélenchon il arrive à rassembler? Parce qu'il a un discours de rupture de la gauche. C'est pour ça que la France Insoumise, elle marche, parce qu'en fait, à un moment, le mec, il n'est pas en train de faire le truc mou oui, nous, les socialistes, le truc mou, nul. Voilà, c'est pour ça qu'il a réussi à un peu rassembler, quand même, parce que c'est un vrai discours de rupture de gauche. Pourquoi est-ce que Yannick Jadot ne peut pas rassembler? Parce que le mec parle de croissance verte. Parce que le type se compromet dans tous les trucs. Et d'ailleurs, fun fact, à Sainte-Soline 1, donc quand il y avait 20 000, il y avait 7 000 personnes à Sainte-Soline 1, Yannick Jadot arrive, fait un discours. Pendant tout son discours, il est hué.
il est hué. Les gens, lui, vraiment, il y a des sifflets et tout. Il n'arrive pas à parler. Il est obligé d'engueuler la foule quand il parle. Derrière, il y a Philippe Poutou qui arrive. C'est complètement l'inverse. Hein. Tout le monde est content de voir Poutou parce qu'en fait, Poutou tient un discours de rupture, même si son propos n'est pas sur l'écologie. Poutou tient un discours de rupture et les écologistes ont compris que c'était une question de rupture. C'est pour ça d'ailleurs que la meilleure proposition écologiste actuellement, elle est chez la France Insoumise. Parce qu'en fait, c'est si on récupère de la pouvoir politique et qu'il y a de la rupture avec le système capitaliste qu'on peut arracher quelque chose. Donc voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à Sainte-Soline 1, il s'est fait taguer sa bagnole. Et Yannick Jadot, il était en mode je comprends pas. Et bizarrement, Sandrine Rousseau, qui dit de la merde hein, à des moments, mais au moins Sandrine, qui était là aussi, personne l'a fait chier. Voilà, Sandrine, hein, on t'aime, mais des fois tu dis des conneries. Voilà. Et donc, ça veut dire que parce que les leaders populistes et d'extrême droite arrivent à convaincre, ou en tout cas à faire croire à des populations que leur sentiment de déclassement va être, qu'on va y apporter une réponse par l'extrême droite, ça veut dire que ces idées-là valent quelque chose plus que les idées écologistes? Enfin, en tout cas, malheureusement, dans le régime démocratique qui tranche par les suffrages, ça devient ça à la fin. C'est bien malheureux, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, mais vous devriez avoir en écologiste convaincu, un discours qui permet aux citoyens qui se reconnaissent dans cette préoccupation, et ils sont majoritaires. Dominique Régnier, j'ai fait un film qui a fait plus d'1 million d'entrées au cinéma, les gens se sont reconnus dedans. Qui sont sensibles à ce thème, d'attendre des bénéfices pour eux-mêmes, pas simplement en termes de qualité de vie, mais aussi en termes de rémunération. La moitié des Européens gagnent moins de 1 500 € par mois. Ne leur parlez pas de sobriété parce que ce sera le populisme. Mais c'est pas eux qui doivent faire de la sobriété, c'est les personnes les plus riches aujourd'hui. Alors ça fera rien, ça fera aucun effet, vous le savez bien. Bien sûr, mais 50% des émissions, c'est les 10% les plus riches. 92% des émissions, c'est pas l'Europe. Donc si on commence à imaginer que c'est les riches français ou les riches européens qui vont... Allez, bon là on s'en fout, on sait ce qu'il va dire. Oui, en fait, notre problème, vous comprenez, le monde il est vaste, sinon on arrête de polluer, la Chine, blablabla. Ça c'est le reste de l'argument, quoi. Hein, voilà. Hein. Cyril Dion, sans faute. Hein. Moi je trouve Cyril Dion sans faute, c'est les riches le problème. On le rappellera jamais assez. C'est les riches le problème.